je vais commencer et expliquer un petit peu les travaux que Board Game a pu initier en 2019 à travers un groupe de travail qui a été consacré à la question de la sobriété numérique dans le jeu vidéo. Ce groupe de travail s'est créé sans véritable expertise au départ. On a simplement essayé de se poser la question de ce qu'on pouvait faire en tant qu'association régionale pour nos membres. On avait un vif intérêt pour la question. Il se trouve que moi, personnellement, au sein de ma société, j'ai mis en place différentes choses au cours du temps. La première chose, ça a été de mettre en place le télétravail à partir de 2015. Ce n'était pas forcément au départ pour des raisons de baisse de mon impact, mais plus pour des raisons purement opérationnelles, d'efficacité opérationnelle. Et puis je me suis rendu compte que le sujet collait plutôt bien à un objectif de réduction. Et puis en fait, plus on creuse, plus on se rend compte que très souvent, cet objectif d'amélioration de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement conduit finalement à des améliorations de process. Donc comme je le disais, dès 2015, on a mis en place le télétravail. On a aussi quelques années auparavant, redéfini la manière dont on travaillait avec les hébergeurs, sélectionner un nouvel hébergeur. On a également mis en place une politique d'achat des PC en interne pour se rendre compte qu'en fait c'était très difficile d'acheter des PC de joueurs, en tout cas équipés de cartes graphiques qui soient le moins gourmand possible, à la fois énergétiquement et également en termes d'empreinte au moment de la fabrication. Et donc tout ça nous a conduit naturellement à nous associer à cette démarche et à avoir cette réflexion globale. L'autre chose que je peux dire en préliminaire, c'est que on s'est vite aperçu aussi qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient sur le sujet, bien sûr globalement, mais spécifiquement sur le jeu vidéo. On s'est assez vite rendu compte que des initiatives avaient été lancées déjà par les très grosses maisons d'édition ou les consoliers à travers un programme des Nations Unies qui s'appelle Play for the Planet et dont Ubisoft, un de nos membres, figure parmi les fondateurs. On s'est rendu compte également que pas mal d'associations nationales du jeu vidéo, je pense aux Anglais, aux Nordiques, avaient mis en place des guides ou des sites web sur lesquels on pouvait récupérer pas mal d'informations. Et puis on s'est rendu compte que nos membres même, j'ai cité Ubisoft, mais il y en a d'autres, avaient déjà des réflexions assez avancées sur le sujet. Donc en fait, on a essayé de mettre tout ça en commun. Et puis l'idée au départ, c'était de créer un guide pratique qui puisse aider un peu tout le monde. Et puis on s'est rendu compte que finalement, les politiques que les uns et les autres pouvaient mettre en place allaient vachement différer en fonction des activités, en fonction des priorités, etc. Donc on s'est dit que la meilleure façon de procéder, c'était sans doute de faire un état des lieux dans un premier temps, de ramener les choses à leur juste mesure en partageant l'information qu'on pouvait avoir collectée. Et puis, en tant qu'organisation, essayer de porter le débat déjà du niveau régional, local, à un niveau national. C'est pour ça que le SNJV est avec nous, tout simplement. Et puis également avoir une ambition qui soit peut-être commune à tout le secteur, parce qu'on s'est rendu compte, et là je saute directement à la conclusion, que l'industrie manquait d'outils de mesure pour être capable de vraiment aborder les vraies priorités. Mais je vais y revenir. Donc, je vous propose de commencer. Bon, naturellement, on peut se poser la question de ce que c'est que la sobriété numérique. En fait, je pense que c'est une question un peu évidente aujourd'hui, mais en fait, c'est pour souligner le fait que le sujet est tellement vaste que très souvent, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, globalement,
la sobriété numérique, on va dire que c'est l'application du concept de développement durable à toutes les industries des télécommunications, essentiellement donc, à travers le réseau Internet, pas seulement. Donc, c'est considérable et c'est vrai qu'on arrive assez vite à se demander quel peut réellement être un effet positif des actions des uns et des autres. Donc, la première chose qu'on s'est posée comme question, c'est quel était réellement l'impact du secteur du numérique sur l'environnement, puisque le grand public a tendance à considérer que ce qui est très impactant, c'est les industries du transport, de l'énergie, les productions d'objets physiques. Mais au final, le numérique a un impact considérable. Ce qu'on voit dans la plupart des rapports, c'est d'une part que c'est en très très nette progression, que les indicateurs, quels qu'ils soient, sont à la hausse, toujours à la hausse, et surtout que finalement, je reprendrai une formule de Frédéric Bordage, le Green IT, c'est que la ressource qu'on utilise pour produire du numérique est à la fois critique, non renouvelable, en voie d'épuisement. Je vais prendre quelques exemples. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un sujet sur le fait que Taïwan était en période de sécheresse. On s'est rendu compte à ce moment-là que l'industrie des semi-conducteurs était très gourmande en eau et que ça pouvait donc conduire à détourner des ressources qui étaient utiles pour l'agriculture vers justement ce business des semi-conducteurs. Donc en fait, quand on parle de ressources non renouvelables et épuisables, ça va très loin, pas uniquement, on ne vise pas uniquement les terres rares que tout le monde a en tête quand on parle d'ordinateur, l'acier, le plastique, tous ces éléments également comptent, le fait qu'on utilise de la terre arable pour justement extraire des matériaux ou pour produire de l'agriculture destinée à l'énergie, par exemple. Tout ça a un impact considérable. Et le principal problème lié à ça est effectivement la production massive, l'obsolescence et le renouvellement massif de tous les équipements qui sont nécessaires à la création du réseau, aux équipements des clients. Donc, finalement, les premières interrogations que ce groupe de travail s'est posées, elles étaient elles sont parties dans 3 directions. La première, c'était déjà d'essayer de se rendre compte quelle était la part du jeu vidéo dans tout ce qu'on appelle l'industrie des télécommunications, ce secteur du numérique. Il n'y a pas de réponse extrêmement claire. On a l'impression que comme le jeu vidéo est une industrie qui se porte bien, ou en tout cas qui a une forte croissance, son impact est significatif. En fait, il y a plusieurs façons de voir les choses ou d'essayer de les analyser. Une des façons peut-être les plus claires, c'est de regarder un peu le trafic descendant sur Internet et de voir ce qui est consommé. On se rend compte à ce moment-là que la part du lion, c'est vraiment le streaming vidéo. À ce sujet, ça ne dédouane pas totalement le jeu vidéo, hein, parce que dans toutes ces vidéos qui sont partagées, des plateformes comme Twitch, les trailers de jeux, les diffusions de parties multijoueurs sont considérables. Mais disons que c'est le gros du trafic. Ensuite, c'est tout ce qui est achat, visite de site. Et les sites de jeux vidéo en particulier représentent 8% de ce trafic. Donc, c'est une manière un peu d'expliquer que le jeu vidéo est central dans le numérique, mais pas totalement omniscient comme on pourrait parfois le penser quand on a des débats autour de Stadia ou de choses comme ça. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer les équipements qu'on utilise dans le numérique, les téléphones, les PC, les consoles qui sont connectées, et de voir effectivement la part de ces équipements dans un usage jeu vidéo, puisque en fait, à part les consoles,
la plupart du reste, le jeu vidéo est un accessoire dans l'utilisation de ces terminaux. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre industrie sur le climat. Et là, finalement, on s'est rendu compte que les choses n'étaient pas aussi évidentes, ou en tout cas aussi que parfois on pouvait s'enliser dans des détails. Donc je m'explique. En fait, on a classé sur ce slide, on a classé par ordre de priorité justement ce qui était fondamental dans l'empreinte du jeu vidéo en particulier sur l'environnement. Le numéro 1 de très très loin, je dis de très très loin, c'est sans doute à plus de 70, peut-être même 80%, c'est la fabrication et l'obsolescence des terminaux. Et donc, ça permet de relativiser et donc, en termes de priorité, de se fixer les bons objectifs, tout ce qui peut être lié notamment à la consommation d'énergie. Donc, si je passe en revue ces 5 points, on a donc le business la fabrication des terminaux, tous les éléments qui rentrent en compte pour les produire et évidemment le fait qu'on les renouvelle sans cesse. Le téléphone est sans doute ce qu'on renouvelle le plus souvent, mais une console, ça se renouvelle. Il y a des cycles. On est justement à l'aube d'un nouveau avec Microsoft, Sony, Nintendo. C'est la même chose pour les PC, dont les cartes graphiques, les CPU doivent être régulièrement mis à jour, enfin changés pour être mis au bout du jour. Donc le deuxième point, c'est la structure de distribution. Il y a eu une évolution considérable dans ce domaine qui peut être vue comme étant plutôt favorable. Il s'agit finalement de mettre en exergue tout ce qui est distribution physique à travers le modèle traditionnel d'abord des cartouches, ensuite des CD, qui génèrent la gestion de l'entrepôt, le réseau de distribution physique classique, et puis la distribution par téléchargement qui est devenue quelque chose d'assez clé, y compris sur la console avec la nouvelle génération dont je viens de parler. Et puis un troisième élément qui est un élément qui est encore discutable, mais qui pourrait constituer un mode de distribution massif à l'avenir, qui est le cloud gaming, et qui crée un nouvel impact en fait sur l'environnement. Le troisième point, c'est la consommation énergétique chez les joueurs et également sur tous les composants qui constituent les réseaux d'hébergement et de distribution. Donc ça, en fait, c'est lié à la fois au côté énergivore des terminaux, mais également au nombre conséquent qu'augmente sans cesse d'utilisateurs autour des jeux. Donc, on a toujours l'impression que c'est une partie significative, mais de tout ce que moi j'ai pu voir au cours des discussions que j'ai eues, etc., on parle rarement de plus de 15% de l'impact à ce niveau-là. Ensuite, on a le mode de production des studios, des éditeurs, finalement de tous les acteurs de la chaîne, la façon dont ils sont organisés, ce qu'ils consomment en eux-mêmes pour arriver à générer leur activité. Et enfin, on a un certain nombre d'impacts qui peuvent être plus ou moins importants, mais qui sont quand même généralement assez accessoires et qui sont liés finalement au type de jeu qu'on fait. Plus le poids du jeu va être lourd, évidemment, plus il occupera d'espace sur les équipements, plus il demandera d'avoir des équipements de stockage. Il prendra du temps également sur le réseau en termes de bande passante. Il demandera plus ou moins de puissance sur les terminaux. On a la même chose, enfin, on a le même type d'impact au niveau du code, c'est-à-dire la façon dont les concepteurs vont optimiser ce code. Ça a un impact, évidemment, si mon jeu est
est mieux codé, il tournera sur des machines moins puissantes, il consommera moins. Donc, si j'ai dit tout à l'heure que la consommation énergétique de mon point 3 était quelque chose qui finalement, malgré la masse, rentrait dans la vision globale pour à peu près 15%, on imagine bien que le code est encore plus accessoire, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et la notion de temps de jeu, eh bien, elle rentre en compte justement lorsqu'on parle de distribution. Il y a une étude qui est aujourd'hui assez célèbre de la part de Sony qui tend à démontrer que le streaming peut effectivement être vertueux à partir du moment où on joue peu. Bon, c'est toujours un peu bizarre de dire ça parce que c'est jamais le but du jeu, c'est jamais de jouer peu. Mais néanmoins, c'est vrai que on peut imaginer qu'à partir du moment où on ne va pas passer énormément de temps sur un produit, le consommer en streaming a du sens parce que finalement, l'empreinte pourrait être plus faible au-delà d'un certain temps. Voilà, donc ça, c'est pour fixer rapidement les idées sur une sorte d'ordre prioritaire des grands impacts que génère le secteur. Alors, la question ensuite qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut recommander comme agissement à titre individuel. Le premier constat qu'on a eu, c'était de se dire que il y avait un certain nombre aujourd'hui d'évidences, de contraintes qui poussaient finalement l'ensemble de nos membres à mettre ces préoccupations au cœur de leur politique interne et puis de se lancer, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, dans des véritables démarches RSE. Donc c'est d'une part la législation qui est encore loin d'être très coercitive, mais qui petit à petit prend de plus en plus de place, même si elle est très souvent volontaire. Il y a une pression à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience évidemment de la plupart des salariés des studios, des éditeurs. Et puis, il y a une pression de la part du consommateur, même si on ne le sent pas forcément toujours chez les joueurs, mais c'est clairement aujourd'hui un risque que prennent les sociétés, pas seulement de jeux vidéo, de ne pas se préoccuper de ces questions. Donc, la façon dont on peut essayer d'agir, c'est aujourd'hui assez bien balisé. Il y a cette fameuse méthode en 4 points que tout le monde connaît, qui consiste à d'abord comprendre les enjeux, les mesurer son empreinte, essayer d'éviter, de réduire au maximum. Et puis, ce qui n'est pas totalement réductible, essayer de le compenser ou de contribuer pour créer un point d'équilibre. Je vais revenir sur ces 4 points-là. Donc, au niveau de la compréhension, comme je vous l'ai dit, on a commencé en 2019 à se poser des questions, à rencontrer un certain nombre d'acteurs. Comme on était Bordeaux Game, on a essayé de rencontrer des gens autour de nous, en local. Donc, ça a généré pas mal de rencontres, de débats, d'échanges de points de vue. L'idée principale, ça a été déjà de discuter entre nos membres, de faire des échanges d'expériences. On a également au niveau plus international lié aux jeux vidéo, je vous parlais du programme Play for the Planet. On a commencé à s'intéresser à ça. L'avantage de ce programme, c'est que d'abord, il est sous l'égide de l'ONU. Ensuite, finalement, il s'agit de contraintes volontaires annuelles qui sont quand même très, très médiatisées. Donc, chaque participant prend les contributions qu'il veut. Donc, il y en a certaines sont intéressantes, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, chaque année, on se retrouve, on fait l'état des lieux. Et chacun est à même de juger les progrès et la bonne volonté de chacun de ces acteurs. Donc, c'est finalement assez vertueux. Comme je vous le disais en introduction, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de réflexions chez nos petits camarades anglais, chez nos petits camarades nordiques.
On a essayé de mettre des bonnes pratiques d'échange avec des gens comme Planète Take Care, dont on est devenu ambassadeur et dont on participe à la plupart des webinaires. On a discuté, lié des liens avec des associations comme Aquinium, le Syntec, etc. On a même pris langue avec les gens qui se préoccupent en particulier du jeu vidéo au sein du Shift Project, etc. Encore une fois, le but à ce niveau-là, ça a été de construire notre réflexion et puis d'être capable ensuite de vous présenter les 5 points que je vous ai présentés tout à l'heure et qui constituent, je pense, un consensus auprès de tous ces gens-là sur les priorités à avoir en tête. Alors, les histoires de mesure, c'est doublement complexe. D'abord parce que si on veut faire les choses bien, il faut commencer à avoir un sacré niveau d'expertise que finalement peu de gens ont, en tout cas au sein de notre groupe de travail. Il faut être clair. Donc, il faut commencer à s'entourer d'experts. Mais avant ça, je crois qu'on peut quand même effleurer le sujet et puis se faire sa propre culture avec un certain nombre d'outils qui existent. Bon, je pense que moi, la première fois que j'ai entendu parler de bilan carbone, par exemple, c'était en mettant les mains dans le cambouis et puis en utilisant le bilan carbone type de la Fondation Good Planet. Ça permet sans doute de s'ouvrir les chakras, pour être très franc. Il existe aussi un certain nombre d'outils qui sont loin d'être parfaits, mais qui permettent de calculer le bilan énergétique d'un site web. Alors, quand on creuse, on se rend compte que les outils que je cite là sur ce slide sont plus ou moins bien faits, que certains s'arrêtent à la page web, à la home pour faire leur analyse, etc. Donc, c'est jamais parfait, mais en tout cas, c'est un début de prise de conscience. Ça rappelle très souvent des bonnes pratiques de compression des images, de façon de coder le site. Ça peut pas faire de mal, mais encore une fois, après, il est nécessaire de passer sur des méthodes beaucoup plus complexes, de faire appel à des experts pour s'appuyer sur ce qui est cité dans cette slide, des analyses de cycle de vie. J'en ai vu quand même pas mal. Chaque entreprise a tendance à avoir sa propre approche. C'est pour ça qu'il existe des méthodes au sein de la Commission européenne, par exemple. Et puis après, on peut se former, etc., auprès de pas mal de gens. Donc, la partie mesure, et encore une fois, demande un effort, rentrer dans le sujet. Ce dont on s'est aperçu à ce niveau-là, c'est qu'il y avait quand même un manque criant dans certains domaines. Je pense notamment dans le domaine numéro 1 qui nous occupe, qui est le calcul de l'empreinte du hardware. On s'est rendu compte qu'on avait très peu d'informations de la part des fabricants et que finalement, autant du côté énergétique, il existe des bases de données à l'ADEME qui permettent par exemple de calculer le mix énergétique d'un pays, donc de faire des extrapolations et donc de générer des outils de mesure de ce que peut peser l'utilisation d'un joueur sur tel jeu, sur tel type de hardware ayant tel type de consommation. On doit à peu près s'en sortir et être capable de faire ça. C'est d'ailleurs des choses qu'on a en tête pour le futur. Mais sur la partie hardware, la capacité de dire, vu le PC que la personne a, voilà l'empreinte que ça a, alors là, on est complètement paumé. En tout cas, à ma connaissance, il n'existe pas d'outils. Donc ça, c'est plus du R&D et une orientation qui va nous intéresser pour plus tard, notamment avec le SNJV. Donc la partie éviter, réduire, ça, chacun a un peu tendance à voir les choses en fonction de son activité. Ce qui est certain, c'est qu'en règle générale, on cherche non seulement à avoir une empreinte, avoir un impact sur l'empreinte environnementale, mais on cherche aussi à optimiser ses process et à améliorer finalement la façon dont on fait son business, réduire les coûts, et que les deux vont de pair. Si on arrive bien à conduire de cette manière-là, on a un cercle vertueux qui va dans le bon sens, et c'est souvent ce que j'ai pu
relevés lorsque je regardais comment faisait un tel ou un tel. La partie contribution, c'est une partie intéressante parce qu'elle arrive à la fin. Elle est souvent accusée d'être propice au greenwashing, ce qui est souvent vrai. Et donc, je pense que à ce niveau-là, il est important de rappeler, certes, qu'elle arrive à la fin lorsqu'on a vraiment cherché à améliorer ces process, mais également qu'elle ne peut pas être le panacée parce que très souvent, les capacités de séquestration des écosystèmes sont finalement assez faibles si on compare au niveau d'activité. Et surtout qu'elles doivent être, pour être efficaces, elles doivent être locales en fait. Ça n'a pas beaucoup de sens de polluer en France ou de générer une empreinte importante en France et puis d'essayer de décarboner en Amazonie. Donc voilà, c'est des choses assez évidentes, on pourra y revenir. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de salut dans le fait de générer une empreinte forte et puis simplement de planter des arbres derrière. Alors, pour essayer de donner un exemple un peu concret et puis qui est peut-être spécifique aux jeux vidéo, l'exemple que Ubisoft défend à travers Play for the Planet depuis maintenant 2 ans, bientôt 3. C'est à la fois une approche qui consiste à éliminer les dépenses qui sont inutiles, optimiser celles qui sont nécessaires, mais c'est aussi cette idée que, après tout, on est une industrie culturelle et que, comme le cinéma, on a un rôle d'influenceur. Donc, influencer les mentalités en matière d'environnement, ça doit, en tant qu'industrie culturelle, ça doit être également au cœur du jeu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je citais sur ce slide Final Fantasy VII qui avait déjà ce type de thématique. Donc voilà, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez propre aux industries culturelles de pouvoir s'emparer des sujets pour essayer de les transcender et faire évoluer les mentalités. Un point également sur cette slide, c'est le fait que lorsqu'on a l'impression qu'on a bien travaillé et qu'on a eu un impact qui n'est pas ridicule sur la problématique qui nous occupe, le faire certifier de façon à d'abord s'assurer que ce qu'on fait est défendable et puis communiquer autour pour influencer encore une fois. Donc il y a un certain nombre de labels aujourd'hui qui vont dans ce sens, donc je voulais les citer. Donc après avoir dit tout ça, j'ai essayé de prendre quelques exemples qui permettent d'aller dans des démarches plus sobres pour nous, acteurs du jeu vidéo. Donc, si je reprends les fameuses priorités dont je parlais tout à l'heure, ça peut donner ces quelques exemples-là. Mieux gérer son achat de matériel, l'utilisation de son matériel, mieux gérer ses infrastructures, revoir l'organisation de l'entreprise globalement, et mettre en place une meilleure gestion des données, optimiser son code, et puis influencer autour de nous. Donc, je reviens rapidement sur tout ça. La gestion des équipements informatiques, c'est un sujet qui est doublement important. J'ai dit tout à l'heure que c'était le problème numéro 1 de l'impact sur l'environnement en ce qui nous concernait, mais c'est aussi énormément de difficultés pour être capable de savoir la différence, par exemple, entre une tour, une tour X ou Y, telle ou telle carte de graphique. On est quand même dans une industrie où on n'a pas des petits PC, il faut être capable de faire tourner les derniers jeux. Donc, c'est un peu contradictoire avec cette idée d'être sobre. Donc, l'idée là-dessus, en tout cas, moi, pour avoir essayé de mettre en place une politique d'achat cohérente, il y a des convictions qu'on peut avoir. Les premières, c'est bon, déjà, ce serait de rechercher des labels, puisqu'on parle beaucoup de labels pour essayer de guider les utilisateurs. En fait, on se rend compte que ces labels, ils sont rarement applicables dans l'informatique et encore plus rarement dans l'informatique gamer. Donc, en fait, il faut un petit peu
sortir du cadre, essayer de se trouver ses propres guidelines. Ce que je peux dire, moi, c'est que déjà, si on veut éviter de mettre au rebut un PC juste parce que l'alimentation ne fonctionne pas ou parce qu'on ne peut pas le réparer, très souvent, il faut éliminer les jolis portables un peu design. Donc, l'idée, c'est de faire durer les PC, de les amortir sur plus longtemps, peut-être même de les acheter pas forcément neufs. Là-dessus, je peux faire un aparté sur le fait qu'on ait rencontré la société Ecomicro au nord de Bordeaux. C'était intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est censée conduire tous les gens qui ont du matériel informatique à mettre au rebut, à le recycler. Ce recyclage, il passe aujourd'hui très souvent par les déchetteries. Je ne suis pas du tout certain que les déchetteries fassent le travail, pour être très franc. Donc, il y a certaines sociétés qui se spécialisent là-dessus et qui sont capables de faire un travail de fourmi qui consiste à vraiment séparer ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas, pour éviter que tout soit brûlé. Et qui permettent comme ça de mettre en place un second marché de qualité. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut faire avec eux. Ça peut être aussi bien de s'occuper de collecter le matériel 1 à 2 fois par an auprès de nos membres pour le leur porter, pour éviter que ce ne soit pas fait. Ça peut être de mettre en place des partenariats pour racheter du matériel remis à neuf dans de bonnes conditions, etc., etc. En tout cas, cette question du recyclage et du reconditionnement potentiel, c'est sans doute central, à la fois pour faire des économies de coûts, allonger la durée de vie et essayer de minimiser l'impact. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est un début. La gestion des infrastructures, je pense essentiellement à tout ce qui est data center. On s'est rendu compte que finalement, des data centers vertueux, il y en avait assez peu, mais ça se trouve. Je voudrais mentionner tout de suite l'annuaire de la Green Web Foundation là, qui héberge, qui liste tous les hébergeurs qui se différencient vraiment. Là-dessus, sans rentrer trop dans les détails et les niveaux de mesure de PUE, là, il y a quand même des grosses différences entre les hébergeurs. Donc, c'est toujours bon de s'interroger sur celui qu'on a et de voir les réponses qu'ils apportent. Nous, personnellement, on est chez un fournisseur, chez un hébergeur allemand qui s'appelle Essner, et qui a vraiment de super ratios sur ces questions-là. Je parlais de revoir le cadre à les habitudes de travail. Bon, ça, c'est lié au télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, c'est quand même quelque chose qui est lié à la pandémie, est devenu une norme. Donc, ça a quand même un impact significatif, à la fois sur l'organisation, mais sur les baisses de coûts et les baisses de consommation, de transport, de la mutualisation des appareils. Toutes ces questions sont finalement au cœur de la réorganisation de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc, je voulais le mentionner. La gestion des données, c'est quelque chose qui fait, je trouve, beaucoup écho avec les débats sur la GPRD. C'est vrai qu'au début, on a tendance, en tant qu'éditeur de services, de jeux, à vouloir collecter toutes les données en se disant on va en faire plein de choses. La réalité, c'est qu'on en fait rarement plein de choses. Et donc, définir une politique de rétention de données cohérente, à la fois pour le RGPD et à la fois pour minimiser le poids que toutes ces données ont au final, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens en fait. Donc, je le mentionnais également ici. Et je ne peux plus avancer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être avec les touches du clavier. Je sais pas, ça répond plus. Ah. Je ne sais pas pourquoi ça répond plus. Est-ce que tu veux que j'essaye de voir pour partager? Non, voilà, ça y est.
Excusez-moi pour ça, il y a dû y avoir un petit freeze sur mon ordinateur. Donc le dernier point que je voulais mentionner, c'était évidemment l'influence qu'on peut avoir sur nos fournisseurs et sur les clients. Donc sur nos fournisseurs, je pense que ça appartient à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai mentionné par exemple le fait de se poser des questions sur son hébergeur et sur sa politique environnementale. Clairement, c'est une pression. Quand Musk dit qu'il fait plus de Bitcoin parce qu'il s'est rendu compte que ça avait une empreinte significative, je pense que ça a un impact. Donc voilà, c'est quelque chose qui évidemment compte. Et au niveau des clients finaux, ça va me permettre de faire le lien avec notre conclusion avec Julien, c'est qu'effectivement, je pense que ça sera aussi les arbitres à la fin et que de la même manière aujourd'hui que lorsqu'on choisit un frigo, on fait bien attention à prendre un A++ parce que on a envie de réduire à la fois sa facture d'électricité et puis à la fois d'avoir quelque chose qui a une empreinte moindre. Eh bien, il est temps que ce soit la même chose dans les appareils numériques et en particulier sur les terminaux et sur les jeux. Donc ça, c'est un sujet auquel on veut s'attaquer. Donc ça m'amène directement à ma conclusion. Quand on s'est interrogé de savoir, bon, mais plus concrètement, au-delà des guides des bonnes pratiques, au-delà des échanges, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, ça a été de se dire qu'évidemment, on pouvait faire ces échanges et puis promouvoir l'action de nos membres les plus vertueux. Mais je pense que assez vite, l'idée s'est mise en place de dire c'est à nous, en tant qu'association, d'essayer d'amener au niveau national des indicateurs qui pourront être utiles à la fois aux fournisseurs et aux clients et aux joueurs. Donc, cette idée de participer à l'élaboration d'outils de mesure qui n'existent pas aujourd'hui, qui permettent de dire à un client, si tu choisis ce jeu-là, tu auras telle consommation. Si tu choisis cet hardware-là, tu pourras jouer donc à ces jeux-là, mais tu auras tel impact. C'est sans doute le meilleur moyen de faire bouger les choses au niveau des constructeurs aussi, pour qu'ils soient plus transparents et puis qu'ils prennent en compte ces problématiques. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est laisser la parole à Julien, de façon à ce qu'il puisse résumer sa façon de voir les choses après cette présentation. Merci beaucoup, Pierre. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. D'abord, merci pour votre invitation et puis merci, Pierre, pour ta présentation. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé ces dernières années avec Pierre lui-même, qui est le project leader chez Bordeaux Games sur ces questions-là. Très tôt, en fait, finalement, ça fait un peu plus de 2 ans. La question de la sobriété numérique, que nous, on appelle plutôt éco-responsabilité, parce que le mot sobriété veut laisser croire peut-être parfois des choses qui n'en sont pas, mais en tout cas, l'éco-responsabilité, il y a une question de responsabilité qui nous plaît assez. On avait très tôt laissé le lead effectivement à Pierre et tous les bénévoles et l'équipe de Bordeaux Games sur ce sujet-là. Et on a bien fait parce qu'il y a un super boulot qui a été fait de défrichage. Parce que de toute façon, sur ces questions-là, il faut d'abord comprendre de quoi on parle avant de pouvoir émettre des avis ou faire des propositions. Et nous, ce qui nous a intéressé au départ au SNJV sur cette question-là, c'est qu'on a un rôle en tant qu'organisation professionnelle qui est celui d'insuffler finalement des démarches vertueuses et positives auprès de nos adhérents sur des sujets qui peuvent leur paraître comme étant lointains et qui sont en réalité des sujets extrêmement importants avec des implications commerciales, comme le disait Pierre, et marketing, puisque jusqu'aux joueurs et aux joueuses, ces questions-là sont aujourd'hui, elles le seront encore plus demain, déterminantes de l'attractivité d'un jeu, de l'attractivité d'une nouvelle production.
Donc, ça fait partie des sujets qui sont des sujets contemporains qu'on doit impérativement traiter, mais qui ne le sont pas nécessairement et naturellement par les boîtes, par les sociétés qu'on représente, tout simplement parce que manque de temps. Une société, quand elle développe un jeu, elle a la tête dans le guidon et elle n'a pas forcément toujours les bons réflexes. Donc l'idée, c'était vraiment de s'associer à la démarche de Bordeaux Games, de défrichage pour lancer les premiers chantiers de travaux, de travaux très opérationnels et concrets, puisque on a une ambition aussi au SNJV, c'est d'être plutôt très pragmatique. C'est la raison pour laquelle nous, les guides, tout ce qui est documentation, on trouve ça effectivement très important, mais on préfère être dans l'action et dans le mouvement pour accompagner les adhérents dans un changement de comportement, hein. C'est ce qu'on a fait, nous, depuis plusieurs mois et années sur les questions de mixité et de diversité, avec plus ou moins de succès selon les sujets traités. Mais effectivement, sur la question de l'éco-responsabilité, c'est exactement le même sujet. C'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on traduit finalement ce manifeste, ces positions et ce défrichage qui a été fait par Bordeaux Games en actions concrètes et opérationnelles auprès des boîtes qui sont situées en France. Et pourquoi pas, ayons l'ambition de se dire qu'on peut être leader et faire en sorte que au final, nos entreprises puissent être en avance ou en tout cas puissent prendre leurs responsabilités sur ces questions-là. Donc, on a regardé et on a lu, on a étudié le document que Bordeaux Games a proposé et on s'est mis d'accord avec Pierre sur le fait que ça constituait une sorte de manifeste, en gros, d'état des lieux et qu'il était important ensuite de le traduire en action. Et donc, c'est l'objectif de ce passage de relais, qui en est un, mais tout en laissant impliquer, évidemment, non seulement Bordeaux Games, mais aussi l'ensemble des associations régionales qu'on a la chance de pouvoir coordonner, entre guillemets, ou animer au gré des actions qu'on met en place. Et donc, on s'est donné des ambitions, on va dire, mesurables et simples à atteindre. La première, c'est qu'on a créé un groupe de travail qui va impliquer l'ensemble des entreprises qui le souhaitent au niveau national. Donc, c'est quelque chose qu'on ouvrira dès le mois de juillet aux dirigeants et aux dirigeantes qui le souhaitent pour partager avec nous sur l'ensemble des sujets qu'a évoqué Pierre, hein, et notamment effectivement la mise en place d'actions concrètes au sein des entreprises. C'est exactement la même chose qu'on a fait sur la partie mixité et diversité et ça marche bien, puisque de toute façon, on sait que les entreprises qui sont leaders sur ces sujets-là entraînent dans leur sillage les autres, puisque il y a un effet voilà, de ressemblance et une volonté d'être aussi et d'apparaître comme étant, entre guillemets, assez moteur sur ces questions-là pour l'ensemble de nos adhérents. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de vertus au retour d'expérience. Donc, ce groupe de travail, il est évidemment ouvert à toutes les entreprises qui le souhaitent au niveau national et on l'animera régulièrement avec des sujets, avec des interventions, avec des expertises et avec des propositions d'action, peut-être en sous-groupe et des choses très opérationnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sensibilisation, parce que évidemment, il y a des gens qui sont très en avance et il y en a qui sont très en retard. Il y en a même qui ignorent ces sujets-là. Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est, comme je disais, tout simplement parce qu'on n'est pas toujours, sur toutes ces questions-là quand on est dans la prod. Et donc là, l'idée, c'est de mener des webinars comme vous le faites là et comme on le fait, des conférences et de se donner des rendez-vous lors des événements majeurs de l'industrie. On aura notamment cette année sur le Game Camp une track dédiée à ces questions d'éco-responsabilité, au cours de laquelle il y aura des ateliers, des workshops, il y aura des interventions d'experts. On va essayer de faire venir les gens de Playing for the Planet, qui sont des gens très intéressants et voilà, qui vont permettre de sensibiliser les entreprises et tous ceux qui le souhaitent, toutes celles et ceux qui le souhaitent sur ces questions-là. Et le troisième point, et j'ai vu dans le chat qu'il y avait cette question, c'est pour les acteurs du jeu vidéo. En fait, l'idée, c'est effectivement de pouvoir mesurer son empreinte carbone
et de pouvoir, sur un référentiel commun, alors j'ai l'impression que ça capte mal. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur un référentiel commun, mesurer finalement les différentes entreprises et leur rapport, on va dire, bénéfique à cette question-là. Un peu comme il y a l'index sur femmes-hommes dans les entreprises actuellement. L'idée, c'est d'avoir un peu ce type d'index ou ce type de mesure. Alors, quelle forme aura-t-il? Comment est-ce qu'il sera calculé? Quels seront les éléments qu'on prendra en considération? Tout ça, c'est un travail qu'on va mener à bien. Alors, j'ai vu la remarque de Nico tout à l'heure sur le fait de faire ça dans le cadre d'un projet de recherche. Pourquoi pas, hein, ça peut être des questions à éventuellement aborder ensemble, en effet. Mais l'idée, c'est de sortir avec quelque chose de très concret et qui se partage et qu'on peut éventuellement mesurer, voilà, et se dire, bah, voilà, ces entreprises-là sont sur la bonne voie, elles sont exemplaires, ou celles-ci, bah, elles ont encore beaucoup de travail à faire. Alors, il ne s'agit pas forcément de montrer du doigt les mauvais acteurs, mais plutôt de mettre en exergue ceux qui font les choses correctement. Voilà, donc c'est ces trois actions, hein, le groupe de travail, la sensibilisation et puis la création d'un indicateur qu'on souhaite mettre en place d'ici dans les prochaines semaines, et puis avec un objectif, notamment sur l'indicateur à 1 an. On se dit que 1 an, c'est un délai raisonnable pour pouvoir mettre en place quelque chose. Je pense que le jeu vidéo sera une filière assez en avance sur ces questions-là, de toute façon très sensible, parce qu'il y a une forme d'hypersensibilité sur ce sujet-là. Nous, on l'a vu auprès de nos adhérents en discutant de cette question-là. Donc, on est ravis du travail que Bordeaux Games a initié. On est ravis de pouvoir être dépositaire de ce document et de ces premières réflexions et de ce travail de défrichage qui est extrêmement important. Et voilà, et après, tout est ouvert et on est évidemment dans une logique d'inclusion la plus large possible de tous celles et ceux qui ont envie de contribuer. L'idée n'étant pas de s'approprier quoi que ce soit, et encore moins le travail des autres, mais plutôt de lancer une démarche au niveau national. Merci beaucoup, Julien. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. On a Jean-Noël qui fait remarquer, donc on comprend bien les enjeux liés à la production et au développement dans un cadre éthique et social, surtout lorsque des études lient clairement temps de travail et impact environnemental. Ne devrait-on pas pénaliser studios et producteurs qui continuent à faire usage de pratiques comme le crunch? Cela permettrait à la fois d'amoindrir l'impact environnemental et d'améliorer les conditions de travail des salariés du JV. C'est certain que ça fait partie des questions qui sont soulevées aussi par ce sujet-là. Après, je pense qu'il ne faut pas imaginer que la question de l'éco-responsabilité peut tout résoudre, et d'imaginer qu'elle se résume aussi à ces questions de conditions de travail. C'est beaucoup plus large dans un sens comme dans l'autre, mais évidemment, ça fait partie des sujets qui sont à prendre en considération, et la personne qui pose cette question ou qui fait cette remarque a totalement raison. Ça doit faire partie des questions qui sont intégrées dans la réflexion globale. Oui, pour ajouter mes 2 cents là-dessus, effectivement, c'est clairement, si c'est pas directement un enjeu environnemental, à mon sens, c'est clairement quelque chose à introduire dans les politiques RSE des boîtes. Voilà. Après, l'impact du crunch sur l'empreinte carbone ou purement environnementale de la société, à mon avis, c'est relativement le lien n'est pas direct. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez la date de publication de votre livre? Je sais qu'il était en construction il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a des prévisions de sortie de celui-ci? Oui, alors il y a bon, première chose, je pense qu'il faut pas attendre de ce document des solutions magiques. Donc bon, je veux pas minimiser le travail qui a été fait, mais en fait, je me rends compte en regardant les guides qui ont été publiés par nos amis anglais ou nordiques, etc.,
que c'est quand même une bonne compilation de ce qui existe. Mais encore une fois, c'est une étape sur le sujet de la réflexion. Pour résumer les choses, je dirais que c'est ce qui permet aujourd'hui de nous dire qu'une des choses qui est la plus nécessaire à notre industrie, ce sont ces fameux indicateurs, de manière à pouvoir renseigner finalement les joueurs et à peser dans le débat, parce que sinon, on est face un peu à une montagne en se disant finalement le problème numéro un, c'est les extractions, les problèmes de biodiversité, etc., que génère la création de tous nos terminaux. Et bon, moi, je ne suis pas constructeur, donc qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que voilà, il faut être capable de dérouler une action de long terme stratégique. Et je pense que c'est ce que ce travail nous a conduit à imaginer. Et on espère bien emmener dans notre élan l'ensemble de nos petits camarades au niveau international autour du SNJV. C'est aussi pourquoi le SNJV, tu ne l'as pas mentionné, Julien, je ne sais pas si ça a un peu avancé, mais le fait que le SNJV puisse adhérer également à Play for the Planet et donc à travailler avec l'ONU là-dedans, parce que finalement, si on pouvait arriver à être les initiateurs d'indicateurs ou de labels que les distributeurs, comme aujourd'hui Darty, communiquent sur l'électroménager qu'ils fabriquent, enfin qu'ils vendent, pardon, et bien je pense qu'on aura apporté notre pierre en fait au sujet. On n'en est pas là, mais voilà. Donc ça, c'est juste pour Pierre, essayer. juste pour contribuer à ce que tu viens de dire sur Playing for the Planet, en effet, on a formulé une demande et on est en cours de discussion avec eux. Il y a un process à respecter, mais normalement, ça devrait être fait d'ici la rentrée de septembre. Mais ça nous implique, nous aussi, au SNJV, ce qui est logique, hein, de prendre un certain nombre d'engagements. Alors, je dois dire que sur le bilan carbone, on est plutôt, en tout cas sur ce qui est des transports, parce qu'on se déplace tous en train ou en vélo. Donc, de ce point de vue-là, déjà, on a un petit crédit. Et bon, voilà, après, on est une petite équipe, donc c'est évidemment plus facile à mesurer que sur des grosses équipes. Mais voilà, on va faire ce travail, nous aussi, de mesure. Et c'est ce que nous demande Playing for the Planet pour rentrer dans le processus. Donc, en fait, c'est passionnant parce que quand on lit la documentation et quand on lit tout ce qui sort sur cette question-là, ça paraît un peu abscon. Mais en fait, quand on commence à regarder dans le détail, on a échangé avec des adhérents qui nous ont montré leur matrice en matière d'éco-responsabilité. Je pense notamment à Gameloft. C'est assez surprenant de voir à quel point les entreprises vont dans le détail du détail du détail. C'est dingue. Et voilà, moi j'ai découvert plein de choses et je trouve ça passionnant. Et on a envie, en fait, c'est presque du gameplay, en fait. On a envie d'être les meilleurs dans tous les domaines, donc de s'améliorer. C'est pour ça que la mise en place de l'indicateur, au-delà de l'adhésion, parce que l'adhésion, ça pourrait être un peu assimilé à du, entre guillemets, greenwashing, hein, ça ne nous exonère de rien finalement, ça nous fait plutôt rentrer dans une démarche, mais ce qui est passionnant, c'est la mise en place de ces indicateurs qui permettraient finalement de mesurer les uns par rapport aux autres, et donc forcément de faire avancer les plus faibles vers ceux qui sont les plus en avance. Donc je trouve ça vraiment très stimulant. Voilà, donc c'était une digression par rapport à la question initiale qui était la date de publication. Donc il y a eu plusieurs itérations. Aujourd'hui, on a une version dont on n'est pas ultra fier, mais qui pourrait sortir en l'état. Et donc, elle sera, je pense que c'est une question de quelques semaines pour qu'on la publie et pour qu'on la diffuse, en fait. Ça marche. De toute façon, je pense que ce sera aussi intéressant pour la communauté de Cobalt de le diffuser en même temps peut-être que le replay de cette conférence de ce soir. Une autre question, il me semble que l'effet de levier se place plus du côté des joueurs qui sont beaucoup plus nombreux que du côté de la production de jeux vidéo. En fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Dans l'étude, dans le document, on reprend justement des études qui sont parues sur des sites sur
l'approche que pouvaient avoir certains journalistes en se disant bon bah tiens, je prends tel jeu sur la nouvelle console, il va y avoir, sachant que les consoles précédentes ont généré tant d'utilisateurs concurrents, etc. Voilà ce que ça va générer. Encore une fois, tout ça c'est effectivement très important en termes de chiffres, etc. Mais quand on le ramène à la vision globale, c'est ce que j'essaye de faire passer comme idée, c'est que finalement, c'est très faible, ce volet consommation, il est très faible par rapport aux équipements qu'ont tous ces joueurs, qu'ils remplacent régulièrement, etc. Et que donc l'enjeu, il est je ne dis pas qu'il n'est pas dans la consommation, loin de là, hein, c'est significatif, mais ça reste très faible par rapport à cette priorité numéro 1. Et donc, c'est pour ça que si on veut adresser les choses correctement, il est important qu'on arrive à faire rentrer les fabricants dans le débat. Et la meilleure façon de les faire rentrer dans le débat, moi j'ai essayé, très franchement, je suis en tant que distributeur, je suis en contrat exclusif avec Asus, donc je discute avec Asus, qui est quand même pas un petit, qui devrait être intéressé par ces sujets. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de discuter avec eux. Ils s'en foutent en fait à ce stade. Alors, ils s'en foutent. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai quand j'essaye de porter le sujet auprès des décideurs chez eux. Je pense clairement que ce n'est pas leur priorité, franchement. Ça se voit sur leurs étiquettes, il n'y a pas d'information. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là, mais je ne veux pas du tout accuser Asus, hein, je pense que c'est la question, elle est pareille chez Nvidia, elle est pareille chez les fabricants de consoles, Microsoft, etc. Ils ont beau dire qu'ils veulent être carbone neutral, etc. Derrière, on a du mal à comprendre comment ça peut être fait avec des cycles de consoles si réguliers. Donc, finalement, le seul juge de paix, c'est si demain on est capable de faire des comparaisons. Ça existe, il y a des études qu'on cite dans le document aussi qui montrent que oui, une Switch, ça consomme beaucoup moins qu'une PlayStation. Bon, disons-le, marquons-le, faisons en sorte qu'il y ait des outils de mesure classiques, que déjà le client il sache que quand il passe une journée sur sa Switch, il peut passer 10 jours de plus que sur une PlayStation 5 pour la même facture d'électricité. Ça c'est moins. Et derrière, essayons de faire en sorte que toutes ces informations relatives à l'empreinte, etc., commencent à devenir des éléments d'information de la même manière que le prix du jeu, sur quelle machine il tourne, quel type de jeu c'est, etc. Et moi, en tant que distributeur, ça m'intéresse justement d'être à même de mettre sur les fiches produits des produits que je distribue ce type de label, d'information, etc. Et c'est vers ça qu'on va aller. Donc pour moi, ça me paraît être la priorité parce que c'est 80% de l'empreinte. Après, la consommation, je la traiterai aussi. Hein. Je dis juste que c'est plus facile de traiter la consommation aujourd'hui parce que finalement, les bases de données que je trouve qui me permettent de faire des mix énergétiques, l'évaluation de ce que va peser une heure de jeu sur un PC standard ou même le PC que je vais renifler directement du client, tout ça, j'ai l'impression que je sais le faire rapidement. Ça, je vais l'avoir très vite en fait. Donc, je me dis, si je le mets, il n'y a pas vraiment de R&D, il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Par contre, l'empreinte du hardware, ça, je ne sais pas faire et j'ai trouvé personne qui me disait qu'il savait faire. Donc, c'est là en fait que je pense qu'il y a un véritable enjeu, à la fois parce que ça n'existe pas et à la fois parce que c'est 80% du problème. Super, merci. C'était clair. Je vois que Nicolas, tu avais posé plusieurs questions. Je ne sais pas si tu as pu avoir les réponses que tu voulais, puisqu'elles ont été principalement traitées. Super. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques de la part des participants. Parce qu'il est 18h34, on arrive à la fin du webinaire. Très vite, je voyais quelles actions mesurables à l'échelle de chaque studio. Ça, c'est vraiment un débat compliqué. Donc, ça figure dans les ambitions de ce qu'on voudrait mettre en place avec le SNJV. Alors, est-ce que ce sera sous la forme d'un label c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Ce que je note quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de studios qui font des démarches de transparence volontaire. Je pense que ce n'est pas dévoiler grand-chose que de dire que Ubisoft communiquera sur la façon dont ils ont mis en place leur politique au sein de Play for the Planet.
Après, c'est vrai que ça demande un petit peu d'expertise. C'est un peu comme quand, en tant que consommateur, quand on achète un produit transformé alimentaire, on a beaucoup de mal finalement à se rendre compte quels sont les produits qui sont nocifs ou pas. Donc, Yuka aide beaucoup, mais au bout d'un moment, on a quand même une expertise, des réflexes, etc. Donc, je pense que on va y arriver. Mais de là, être capable quand même de balancer, nous, associations, des bons points sur les process opérationnels de toute l'industrie, il y a quand même, enfin, ça me paraît être une ambition qui est même un peu dangereuse quelque part. On n'est pas des experts, donc ça va. Enfin, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, c'est ça. Je ne le vois pas à court terme aussi efficace que la question le pose, voilà, malheureusement.